Un terrain rouge et sec. Au Togo, une balle dégonflée roule sur la poussière. Des cris d'enfants, puis un silence soudain. L'image se fige sur un enfant de 9 ou 10 ans, tout au plus. Maigre, torse nu, les pieds écorchés. Il regarde la caméra comme s'il la défiait. Cette image, c'est le premier plan de l'histoire d'Emmanuel Adebayor. Une histoire qui n'a rien de linéaire, rien de calme, une trajectoire faite de bruit et de rupture. Mais tout a commencé dans ce décor d'Afrique de l'Ouest, entre la mer et les collines, là où la misère est quotidienne, mais la fierté indestructible. Emmanuel naît à Lomé en 1984 au sein d'une famille modeste d'origine nigériane. Très jeune, ses jambes deviennent son seul espoir. Elles sont longues, fines, puissantes, et dès qu'il court, tout semble s'effacer autour de lui. Pas de chaussures, pas de filets, pas de pelouse. Juste cette envie animale de dominer l'espace, de fuir la pauvreté, de prouver qu'il existe. Sa mère fervente croyante l'emmène de temple en temple, persuadée que son fils ne marchera jamais. Puis un jour, dans une église, Adebayor se lève. Il court, comme s'il devait rattraper tout le retard du monde. Cette anecdote devient une légende de Togo, un miracle selon certains, une renaissance selon lui. Et dès ce moment-là, Emmanuel sait une chose, sa vie ne ressemblera à aucune autre. Ce qu'il ignore encore, c'est que son salut passera par l'exil, par la France et par un long voyage où la gloire côtoiera l'oubli. Le départ pour la France, c'est un saut dans le vide. Il a à peine 15 ans lorsqu'il rejoint le centre de formation du SMS. Il ne parle pas la langue, il ne connaît rien au climat, au code ni à la rigueur européenne. Mais il a ce qu'aucune école ne peut enseigner, la hargne. Sur le terrain, son physique intrigue. Grand souple, aérien, mais surtout, son sens du but est instinctif. Il marque sans y penser, il galope comme un félin. Il ne joue pas pour faire le beau, il joue pour survivre. Metz l'intègre en pro à seulement 17 ans. Son talent est brut, mais déjà dangereux. Très vite, Monaco flaire l'affaire. Le club du Rocher, alors en plein renouveau, le recrute en 2003. Là-bas, Adebayor commence à grandir, vraiment. Il découvre la Ligue des Champions, joue contre les meilleurs, côtoie des hommes mûrs. Son jeu se muscle, son mental se forge. Il ne parle toujours pas beaucoup, mais sur le terrain, il rugit. À Monaco, il marque quelques buts décisifs, participe à la finale de C1 en 2004 face à Porto, sans jouer. Mais il sent que ce monde n'est pas encore le sien. Il veut plus, il veut être titulaire, leader, indispensable. Et c'est à ce moment précis qu'Arsène Wenger, toujours à l'affût de talents africains, le repère. Le manager d'Arsenal le veut à Londres et Adebayor accepte sans hésiter. Car dans son esprit, la première ligue, c'est le sommet. C'est là qu'il pourra enfin faire taire ceux qui doutaient, ceux qui disaient qu'il n'était qu'un grand corps sans cervelle. À 21 ans, Adebayor quitte Monaco avec un bagage léger et une ambition lourde. Il veut devenir un roi. Mais il va découvrir que dans le football, le trône est toujours instable. Emmanuel Adebayor débarque à Arsenal avec l'arrogance d'un homme qui sait ce qu'il vaut. Il n'est pas là pour apprendre, il est là pour s'imposer. Dans un vestiaire rempli de stars, dans un club en pleine mutation. Il va devoir faire taire les sceptiques, mais il ne trempe pas. Arsène Wenger voit en lui un profil rare, un attaquant de grande taille, mobile, technique, capable de décocher comme de prendre la profondeur. Un géant qui court comme un sprinter. Dès ses premières apparitions, Adebayor montre des fulgurances, des gestes fous, des appels tranchants et parfois des silences terribles pendant 80 minutes. Avant un but venu de nulle part. Il fascine autant qu'il déstabilise. Mais la saison 2007-2008 fait taire tout le monde. Adebayor explose. Il plante 30 buts, toutes compétitions confondues. Il claque des doublés contre Tottenham, des chefs-d'œuvre contre Newcastle, un retourné légendaire contre Villarreal. Les fans chantent son nom. Il devient la pointe de l'équipe, le go-to guys d'un Arsenal orphelin de Thierry Henry. Et pourtant, au sommet de sa gloire, les fissures apparaissent. Adebayor commence à se plaindre du manque de reconnaissance. Il veut un salaire de star, il le dit. Il parle trop aux médias, il agace. Sa relation avec les cadres du vestiaire se dégrade. Son implication baisse, les supporters le sentent. Ils sifflent et lui, au lieu de se taire, leur répond. Toujours, car Adebayor, c'est comme ça. Frontal, orgueilleux, incapable de jouer un rôle. Un été,
Il flirte avec l'AC Milan, multiplie les déclarations. Wenger est lassé, Arsenal aussi. Alors, quand Manchester City arrive avec un chèque de 25 millions d'euros, tout le monde se serre la main. L'histoire s'arrête là, brutalement. Et Adebayor quitte Arsenal par la petite porte. Mais dans sa tête, ce n'est pas fini. Il a une revanche à prendre, une immense colère à déverser. Quand il arrive à Manchester City à l'été 2009, Adebayor change de dimension. Il rejoint un club en pleine métamorphose, racheté par les Émirats, lancé dans une course folle à la conquête. City n'est pas encore champion, mais il attire déjà de grands noms. Carlos Tevez, Gareth Barry, Kolo Touré, puis Yaya Touré. Adebayor est l'un des premiers symboles du nouveau projet. Et il commence fort, très fort. Il marque ses débuts, multiplie les coups d'éclat, il semble libéré. Jusqu'à ce fameux 12 septembre 2009, un match contre Arsenal, son ancien club. Un contexte tendu, les regards sont lourds, les tribunes pleines de rancune. Et Adebayor marque un but rageur, puissant. Et puis, il court sur 90 mètres vers le COP d'Arsenal, bisse les genoux devant les fans en furie, le regard noir, les poings serrés. Un moment culte, un moment de trop. Les médias s'emparent de l'affaire, les supporters hurlent. La première ligue le sanctionne, il devient l'ennemi numéro 1. Pourtant, ce geste n'était pas prémédité, c'était instinctif. Une réponse à des mois d'humiliation silencieuse. Mais dans l'univers feutré du football anglais, cette flamboyance passe mal. À partir de ce moment-là, Adebayor devient un mauvais garçon et sa place à City vacille. Les blessures s'enchaînent, les critiques aussi. L'arrivée de Roberto Mancini change tout. Le coach italien ne l'aime pas, ne lui parle presque pas. Adebayor est mis de côté. Il joue moins, s'énerve plus et perd le fil. La spirale commence. Prêt au Real de Madrid, puis à Tottenham, puis à Crystal Palace. Et puis, plus rien ne se passe. Partout où il passe, Adebayor est aimé, puis rejeté. Il en garde des cicatrices profondes et toujours cette impression qu'on l'a jugé trop vite, trop mal, qu'on n'a jamais voulu comprendre d'où il venait. À City, il a touché du doigt la gloire ultime, mais il n'a jamais eu la paix. Et ce mal-être enfui depuis longtemps ne va plus jamais le quitter. Le 8 janvier 2010, une route étroite serpentait à travers les montagnes de Cabinda, une enclave angolaise isolée. Bordé de jungle, le bus de l'équipe nationale du Togo roule lentement. À l'intérieur, les joueurs discutent, écoutent de la musique, certains dorment. Emmanuel Adebayor, capitaine, est concentré et assis à l'avant. Ce jour-là, le Togo s'apprête à entrer dans l'histoire en disputant une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette route n'ira jamais au stade. Soudain, des claquements secs déchirent le silence. D'abord confus, puis de plus en plus intense. Rafales, hurlements, verres qui explosent, balles qui traversent les vitres. Le bus est mitraillé. L'équipe du Togo est prise en otage d'une attaque terroriste. Pendant plus de 20 minutes, c'est la panique. Le chauffeur meurt sur le coup. 2 membres du staff sont abattus, d'autres blessés gravement. Les joueurs tentent de se protéger comme ils peuvent. Emmanuel Adebayor, stoïque, tente de rassurer ses coéquipiers. Mais il voit tout, il entend tout et quelque chose en lui se brise. Ce jour-là, le football devient une farce cruelle. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est une ligne de front. Le sport n'a rien pu empêcher. Et dans ce vacarme de balles et de sang, Adebayor comprend que sa carrière ne sera plus jamais la même. Dans les jours qui suivent, le Togo est exclu de la compétition pour avoir décidé de rentrer chez lui. La CAF punit la douleur. Adebayor, lui, est détruit. Il donne des interviews, les larmes aux yeux. Il répète qu'il aurait pu mourir. Il parle du sang sur ses vêtements, de la peur dans les yeux de ses frères d'armes. Et surtout, ce sentiment d'abandon, de solitude, de tragédie restera gravé à vie dans sa mémoire. Après Cabinda, Adebayor n'est plus simplement un joueur, il devient un survivant, un témoin du pire et rien de ce qui viendra ensuite ne pourra vraiment le guérir. Derrière les filets, les flashs et les trophées, il y a un homme. Et cet homme, c'est peut-être là que se trouve la partie la plus méconnue de l'histoire d'Emmanuel Adebayor. Il n'est pas entouré comme les autres. Il n'a pas grandi dans un cocon. Sa famille, au lieu d'être un refuge, devient un champ de bataille. Avec sa mère d'abord, une relation brisée, empreinte de reproches et de douleurs silencieuses. Un jour, il l'a déshéritée publiquement, accusant sa propre mère de l'avoir empoisonné spirituellement, d'avoir consulté des féticheurs contre lui.
La presse s'empare de l'affaire, le grand public se divise et Adebayor, de plus en plus seul, se mure dans un silence tendu. Puis c'est avec ses frères que la rupture s'installe. Il accuse l'un d'eux d'avoir dilapidé son argent, d'avoir tenté de profiter de sa générosité. Il écrit une lettre ouverte sur Facebook, un long cri, un acte de défense, mais aussi un appel au secours. Il y confie des pensées sombres, très sombres. Il évoque le suicide. Il raconte comment un soir il a failli se tirer une balle dans la tête. Il dit avoir été sauvé par un simple message de son pasteur. Rien d'autre. Cette confession choque, mais elle dit tout. Derrière l'athlète, il y a un homme brisé, enfermé dans ses contradictions, écrasé par son image, tiraillé entre la fierté et le besoin d'amour. Adebayor n'est pas un joueur comme les autres. Il ne sourit pas pour faire plaisir. Il ne joue pas un rôle. Et c'est peut-être ce que le monde n'a jamais su accepter. À mesure que sa carrière décline, ses contrats deviennent plus courts. Turquie, Paraguay, d'autres clubs, d'autres cultures. Il continue à jouer, à marquer, parfois avec brio. Mais l'enthousiasme n'est plus là. Il est devenu un nom. Et dans cette errance moderne, Emmanuel Adebayor traverse ses dernières années de footballeur comme on traverse un désert, sans boussole, avec pour seule boussole sa propre foi. L'homme qui rêvait d'unir sa famille, d'être le héros de son peuple, a fini par se battre seul contre le monde entier. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus tragique. Pas ce qu'il a raté, mais ce que personne n'a voulu entendre. Parfois, les héros les plus fragiles sont ceux que le peuple aime le plus. Et malgré les conflits, malgré les incompréhensions, malgré la distance qu'il a parfois mise, Emmanuel Adebayor est et restera le plus grand joueur de l'histoire du Togo. En 2005, alors qu'il enchaîne les buts avec Arsenal, Adebayor écrit une page de l'histoire de son pays. Grâce à ses performances, ses buts décisifs et sa force de caractère, il qualifie le Togo pour la Coupe du Monde 2006, une première historique. Un tremblement de terre footballistique pour ce petit pays africain que personne n'attendait là. Dans les rues de Lomé, les enfants hurlent son nom, les boutiques peignent sa silhouette sur les murs. Le peuple danse car grâce à lui, ils iront en Allemagne. Grâce à lui, le monde va enfin regarder le Togo. Ce rêve, c'est celui de toute une nation. Mais comme souvent avec Adebayor, les choses ne se passent pas comme prévu. En pleine préparation du tournoi, des tensions éclatent avec la fédération. L'organisation est catastrophique. Les primes sont mal gérées. Les joueurs sont frustrés. Les entraîneurs changent à répétition. Et Adebayor, comme souvent, ne se tait pas. Il parle, il dénonce, il s'indigne dans les coulisses. C'est le chaos. Et sur le terrain, le Togo s'incline à chaque match. 2-1 contre la Corée du Sud, 2-0 contre la Suisse et 2-0 contre la France. 0 points, une sortie de route brutale. Mais malgré cela, malgré les tensions, malgré les échecs, dans les yeux des Togolais, Adebayor reste un roi bancal, un roi épuisé, mais un roi quand même. À chaque retour au pays, il est acclamé. Il construit des puits, finance des écoles, organise des tournois. Il donne ce qu'il peut à sa manière. Et si parfois ses choix paraissent égoïstes, c'est peut-être parce que personne ne lui a appris à faire confiance. Sa relation avec le Togo, c'est une blessure ouverte. Et dans ce tumulte, Adebayor trouve encore la force d'endosser le maillot jaune jusqu'en 2019. 18 ans de combat pour un drapeau qu'il n'a jamais renié. Il a des carrières qui s'évaluent en titres, d'autres en émotions. Adebayor, lui, ne laisse personne indifférent. Ni les supporters, ni les journalistes, ni ses coéquipiers. On le décrit souvent comme un joueur talentueux, mais instable, capable du génie le plus pur comme du geste le plus absurde. Mais peut-on vraiment comprendre Adebayor si l'on oublie d'où il vient? Ce n'est pas un joueur façonné dans des académies européennes. Il n'a pas été poli, lissé, calibré. Il vient d'un quartier pauvre de Lomé. Il a grandi dans un environnement dur. Il s'est construit seul. Et dans un monde du football obsédé par le contrôle, la discipline, la conformité, il a fait tâche. Adebayor n'a jamais su se faire petit. Il n'a jamais su se faire oublier. Il a dit ce qu'il pensait. Il a explosé quand il fallait se taire. Emmanuel Adebayor a incarné à sa manière un certain visage du football africain. Brut, passionné, livré à lui-même. Il n'aura pas le palmarès d'un Drogba ni la longévité d'un Eto'o. Mais son empreinte est ailleurs. Dans le souvenir des supporters togolais. Dans les regards des enfants qu'il a fait rêver. Dans l'histoire d'un homme qui a osé exister, même quand cela dérangeait. Emmanuel Adebayor n'a peut-être jamais trouvé sa place dans le football moderne,
mais il a laissé une trace indélébile parce que parfois, ce sont les trajectoires les plus accidentées qui racontent les histoires les plus humaines. Quand on regarde le parcours d'Emmanuel Adebayor, on ne peut s'empêcher de ressentir un étrange mélange d'admiration et de mélancolie. L'homme a tout traversé, la pauvreté, la gloire, la guerre, la trahison. Il est monté très haut et il est redescendu très vite. Mais il est resté là, debout, fier et entier. Et quand l'heure du bilan arrive, quand les lumières s'éteignent et que les micros se taisent, il reste les faits. Et les faits sont là. Plus de 200 buts en carrière et un titre de champion de France avec l'AS Monaco en 2005. Une Coupe du Roi avec le Real de Madrid en 2011. Une finale de Ligue des Champions disputée avec Monaco en 2004. Une qualification historique pour la Coupe du Monde 2006 avec le Togo. Et surtout, un Ballon d'Or africain remporté en 2008. Oui, un Ballon d'Or africain. Le seul et unique Togolais à l'avoir décroché. À une époque où l'Afrique comptait Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré. Ce trophée-là, il ne l'a volé à personne. Il l'a conquis à la force de sa sueur, de but et de son caractère. Il est devenu une légende de son pays, un héros dans les rues de Lomé, un modèle pour des milliers de jeunes Africains qui ont vu en lui un frère, un combattant, un survivant. Il a mis son pays sur la carte du monde et même s'il n'a pas soulevé la Ligue des Champions, même s'il n'a pas inscrit son nom au panthéon des clubs où il est passé, il a laissé une trace partout. À Arsenal, il a connu l'amour et la rupture. À City, la provocation et la punition. Au Real de Madrid, un rêve bref mais intense. À Tottenham, l'irrégularité. À Istanbul, un dernier éclat. Au Togo, l'éternité. Et dans les mémoires, dans les cœurs, dans les souvenirs collectifs du football africain, Emmanuel Adebayor n'a pas disparu. Il vit dans les images qu'on n'oubliera jamais. Un sprint de 80 mètres contre Arsenal, une prière solitaire au bord d'un bus criblé de balles, un penalty loupé et des larmes sincères. Il n'a peut-être pas eu de couronne dorée, mais il l'a renié à sa manière, hors des codes, hors du temps. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si vous aussi vous avez vu sa célébration face au COP d'Arsenal lors de ce match Manchester City-Arsenal. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine opus dimanche. Prenez soin de vous et peace la famille.